Il est tout ce que j'ai dit précédemment avant la pause, mais il est très certainement aussi un docteur en droit constitutionnel. Ça a été à l'école, ce monde-là, pour nous éclairer sur tout ce qui se passe dans notre entourage. Il aime bien ça parler notamment de politique et surtout, il y a certains sujets de prédilection. Salut Fred, comment vas-tu? Salut mon Michel, ça va super toi aussi? Oh oui, beau week-end de célébration. Tu sais, vu des gens, des amis, vrai? party de Noël du 104-7, on a pris un petit coup, tu sais, tout ça. On a enfilé une coupe de rhum. Oh oui, une coupe de rhum, là, avant d'aller bien dormir, tu sais, tu comprends? C'est vendredi, ça, toujours? Bien sûr. Ah oui, ça s'est bien passé, ça s'est très, très bien passé. Il y en a, par exemple, que c'est plus lourd un peu ce matin, tu sais. Oh, il y en a qui sont lourds aussi. Merci de me le rappeler. Bon, parlons de ton meilleur ami, Pierre Fitzgibbon. Moi, tu vois, on parle pas souvent d'économie ensemble parce que, bon, c'est pas nécessairement ma tasse de thé, là, mais Fitzgibbon, on a vu ce qui s'est passé la semaine dernière, hein, qui s'est fait coincer pour la 6e reprise. En fait, il va y avoir 6e enquête en 4 ans. Voilà. Exact. Une enquête, c'est pas une sanction, on s'entend. Il a été blanchi pour d'autres enquêtes préalables, ça, on le sait. Mm-hmm. Par contre, si on l'oublie, il a été blâmé par la commissaire également pour la vente d'actions à un de ses chums, pas très clair. Il n'avait pas dénoncé la situation correctement à la commissaire à l'éthique, au point où le premier ministre Legault, un peu plus tard d'ailleurs, a été obligé de l'expulser du Conseil des ministres, si on se rappelle. Il était obligé de quitter pendant quelques mois pour se conformer enfin au dictat, si je peux dire, de la commissaire à l'éthique, qui elle-même est allée jusqu'à dire que ça aura pris 3 ans à Fitzgibbon avant de se conformer. T'y penses-tu? 3 ans. Hey. Elle-même envisageait la possibilité d'entreprendre un recours pour le dégommer de son poste, de son job à l'Assemblée nationale. C'est là qu'on est rendu, là. Pour lui, Fitzgibbon, l'éthique, ça, bof, pour les autres, il n'y a pas de problème. Lui, il fait ce qu'il veut. Il fait un peu en politique ce qu'il faisait en business. Un chum, c'est un chum, puis je vais bien parler à qui je veux, puis je vais bien aller à la chasse aux faisans au lac Manfred-Magog avec les chums qui me plaisent. Or, ça, c'est la dernière histoire qui est sortie. Le Fitzgibbon et ses chummies sont allés à la chasse déguisés en aristocrates autrichiens. Imagine-toi, je ne sais pas qui encore se déguise en aristocrate aujourd'hui pour aller à la chasse. Mais Fitzgibbon puis ses chums, eux, le font. Ça donne une idée un peu du genre de party. Ouais, mais c'est ça, mais c'est pas pareil, puis c'est pas pour tout le monde. On en parlait, là. Tu sais, c'est une chasse qui est différente, là. Tu mets ton habit du dimanche, là, puis tu t'habilles comme dans le temps. Tu sais, c'est... Ben, c'est ça. Moi, ça me fait rire, à titre personnel. Oui, je comprends. Quelqu'un veut se déguiser en guignol, il y a bien beau. Mais ce qui est plus problématique, par contre, quand on demande à Fitzgibbon, t'es allé avec qui, là? Pas de vos affaires, ça. Alors que les journalistes, donc certains savent qui est allé avec certains bénéficiaires de subventions quelconques ou prêts ou autres du gouvernement du Québec ou d'Investissement Québec. En d'autres termes, on ne sait pas encore s'il y a apparence de conflit d'intérêt. S'il y a conflit d'intérêt, mais on sait qu'il y a à tout le moins apparence de conflit d'intérêt. Puis en justice, l'apparence de est aussi problématique que le problème lui-même. Par exemple, l'apparence de partialité d'un juge, ça serait problématique. L'apparence de dépendance d'un juge versus l'indépendance, ça serait problématique aussi. Donc, on est dans ce cadre-là. À la question des journalistes, avec qui vous êtes allés au diable, c'est pas de vos affaires. Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire là? C'est pas de vos affaires, on vient de vous le dire. Mais si vous avez un chroniqueur chasse et pêche, envoyez-nous-le. On va vous répondre. Et ça, faut être assez baveux, merci, là. Ça, c'est son attaché de presse, Mathieu Saint-Amand, qui est allé dire ça. T'imagines à quel point il faut être sérieusement effronté. Et là, évidemment, il y a eu le blâme devant... En fait, il n'y a pas eu le blâme. Il y a eu la demande d'enquête, les demandes d'enquête, à peu près tous les partis en ont fait une, au commissaire à l'éthique, à la commissaire à l'éthique, qui va encore fouiller sur Fitzgibbon, qui a dit, vous allez voir, de toute façon, ne stressez pas avec ça, il va en avoir d'autres des demandes d'enquête. T'imagines-tu? Ah non, lui, ça ne l'ébranle pas pantoute. Tout est correct. Puis de quoi vous vous mêlez? Moi, je fais ça pour des bonnes raisons. Puis c'est ma vie personnelle aussi en tant qu'à dire. Puis ça regarde personne. Moi, honnêtement, je me suis posé la question en fin de semaine.
Si Pierre Fitzgibbon était membre du Parti libéral du Québec, était ministre libéral, là, il serait déjà expulsé du Québec à coups de pied au derrière jusque dans la stratosphère avec du goudron puis des plumes. Mais là, boss, c'est pas grave. Écoute, il est rendu à sa 6e demande d'enquête en un mandat et un mois, là. Ça commence à être beaucoup. Faut croire qu'il fait un très bon travail pour que le premier ministre l'endure puis le garde comme ça, toujours à sa place bien au chaud, Fred. Moi, je me posais la question. Qu'est-ce qu'il a fait de si spectaculaire, Fitzgibbon, mettons, en 4 ans et un mois? C'est pas, hein? Juste une réalisation, mettons. Ben, il n'a pas contribué, entre autres, notamment pour l'histoire des entreprises, la nouvelle énergie des batteries, puis tout ça, il est innovatrice. Il me semble que je l'avais entendu là-dessus, mais je suis pas sûr où est rendu le projet. Là. Ça se peut, puis moi, je te blâme pas de pas connaître de réponse comme ça, pour être capable d'en filer une, parce que moi-même, je suis incapable. Ceci dit, quand tu es ministre de l'économie, de l'innovation, d'énergie, c'est des trucs qui sont souvent un petit peu plus long terme, c'est moins concret. On peut pas nécessairement le juger sur le mandat qui vient de passer. Il y a peut-être des trucs qui vont popper, si je peux dire, dans quelques années. Mais bref, tout ça pour dire, est-ce que c'est le ministre par excellence qui élève le gouvernement vers le haut? Écoute, je te rappelle encore une fois que Legault l'a sacré dehors de son conseil des ministres. Et sais-tu qu'est-ce qu'il avait invoqué, Legault, à ce moment-là? Non. Il dit, il faut que Pierre débarrasse pour tout de suite. Il n'a pas dit débarrasse, mais ça revenait à ça. Parce qu'il y a apparence de conflit d'intérêts. Oui. Mais c'est quoi la différence avec la chasse aux faisans avec des faiseux déguisés en aristocrates autrichiens, mon François? Moi, j'en vois pas. Bref, en d'autres termes, là, on en même temps, là, Fred, je te pose la question. Demain matin, tu deviens ministre, toi, au Québec. OK? Puis moi, je suis un entrepreneur, puis on se connaît depuis qu'on est jeune, ou on a fait des choses ensemble comme homme d'affaires depuis des années. Mais là, tu deviens ministre. Est-ce qu'on doit couper tous les liens qu'on a ensemble? Est-ce qu'on peut encore faire des activités ensemble? Je te pose la question. Si tu reçois, au moment où on se parle, des subventions de mes ministères, je pense pas que c'est une bien bonne idée, non. OK. Je pense pas. OK. C'est plate. Ouais. C'est vraiment plate. Je comprends. Parce que je t'aime beaucoup. Mm-hmm. Ben, puis, inquiétez-vous pas, personne, là, je deviendrai pas ministre. Ça va assez mal au Québec de même. On n'en rajoutera pas une couche. Mm-hmm. Mais faut quand même pas oublier qu'il y a un minimum d'éthique. Puis là, ce qu'on reproche à Fitzgibbon, c'est ce qu'on a reproché, par exemple, dans le temps aux libéraux fédéraux, dans le temps de ce qu'on appelle le scandale des commandites. Ça commence à faire longtemps, une vingtaine d'années. Mais on s'en souvient, quand Martin Cochon allait, par exemple, à Cuba avec certaines des personnes qui ont reçu, puis là, c'est pas la même chose dans le sens où il y a des subventions à Québec qui sont légales et tout, de ce qu'on sait, alors que le scandale des commandites, il y avait vraiment une magouille derrière ça. Mais quand même, tout ce qu'on reprochait à Martin Cochon, c'était d'être allé à Cuba avec tel bénéficiaire là, du programme fédéral, d'avoir reçu une super ligne à pêche, justement, pour la pêche au saumon. Denis Coderre est allé au condo de son chum Boulet. Tu sais, c'était pas des affaires... je veux dire, Coderre s'est pas fait ramasser les mains dans la caisse, mais il y avait une apparence de conflit. Qu'est-ce que tu faisais au condo de Boulet alors que Boulet bénéficiait du programme? Ouais, ben c'est mon chum, c'est pas de vos affaires, c'est ma vie privée. Ben, je suis pas sûr, moi. Pas sûr que tu as ce genre de vie privée-là quand tu es ministre. Il faudrait pas non plus. Parce que, à quelque part, tu sais, un chum, c'est un chum. Ça, c'est correct, mon Pierre. Mais il y a plein de chambres de commerce pour ça. Tu peux y aller, puis tu peux faire des deals. Lui, il aime ça faire des deals. Pierre, il dit, moi, je fais des deals. Non, mais va faire des deals. Mais pendant que tu es ministre, les deals, tu es fait selon les règles de l'art. Tu es fait selon le processus d'appel d'offres. Tu es fait selon les normes qui sont applicables. Puis non, tu n'es pas au-dessus de ça, mon Pierre. Puis que ça t'a pris 3 ans de te conformer au code de déontologie, en quelque sorte, des députés. Moi, je trouve ça assez symptomatique de ton espèce de nonchalance, pour pas dire arrogance, en rapport aux règles d'éthique. Je pense que ton argumentaire est très bon, partagé par beaucoup d'auditeurs qui m'écrivent actuellement et qui disent il y a entièrement raison. À un moment donné, trop, c'est comme passé. Et là, ça fait trop de fois qu'il y a des doutes sur ses relations à M. Fitzgibbon. À tout le moins, explique-nous le fond de l'histoire. Fais pas l'arrogant devant les médias à repousser toute question. Réponds aux questions, puis dis-nous c'est quoi le fond de l'histoire. Voilà.
OK. C'est tout. Puis là, qui ne veulent pas dire avec qui il est allé parce qu'on ne le sait toujours pas. Mais c'est parce que c'est important. Ça doit être Denis Coderre. Ben, tu quoi? Tu serais même pas surpris. Ah, Denis, lui, tout ce qui est gratuit, il ramasse. Ah oui, Denis, et ça, puis gars, je vais finir avec ça. Denis, là, quand le journaliste Daniel Leblanc du Globe and Mail avait sorti publiquement le fait qu'il est allé au condo de Boulay, Ouais. Coderre a dit, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai, tout, tu as bébé, blablabla. Ah non, il est menteur comme ça se peut pas. Attends une minute. Et là, Leblanc, il dit, ah non, c'est pas vrai, ça. Écoute, Coderre, il l'a rappelé après, puis il a dit, toi, Leblanc, là, au gouvernement, on en a des moyens. T'aimerais-tu ça qu'on t'envoie la GRC pour fouiller tes squelettes dans ton placard? Imagine. Ouais. Et là, évidemment, Leblanc avait raison, sa source était bonne. Oui, Coderre était allé au condo de Boulay. Est-ce que c'est la fin du monde? Non, mais est-ce que c'est une apparence de conflit d'intérêts? Évidemment. Puis là, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Que dans ce petit party de chasse-là, il n'y a pas des petites subventions qui ont été données par l'ami Pierre qui aime ça faire des deals, puis faire des ci, puis faire des ça. On ne saura pas. Hey, tu m'as fait plaisir vraiment à matin, toi. Merci beaucoup, mon Fred. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. Quitte-nous avec une bonne citation pour ce matin. As-tu du Camus pour nous autres un matin? Non, j'ai une petite histoire vite. L'histoire de Kafka, qui est un super écrivain qui est mort depuis longtemps maintenant. Un écrivain tchécoslovaque qui a écrit Le procès, la métamorphose. Allez lire Kafka, il est de renommée internationale. Casta, son nom, c'est... Comment ça s'écrit? Kafka, c'est K-A-F-K-A. Puis toi, t'as lu ça, toi. Un écrivain tchécoslovaque. J'ai même allé visiter son musée à Prague. C'est exceptionnel. Et ce gars-là, je te le dis, la plupart de ses œuvres, dont Le procès, qui est son œuvre la plus célèbre, ont été publiées après sa mort. Imagine-toi, il n'a même pas su à quel point il est devenu célèbre. Et Kafka, 3 mois avant de mourir, c'est plus une petite histoire qu'une citation, mais elle va être brève, tu vas voir. Kafka est dans un parc, et là, il y a une petite fille de 7-8 ans qui pleure sa vie. Elle pleure, elle arrête tout de pleurer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est parce que j'ai perdu ma poupée. Ma poupée est perdue, je trouve plus ma poupée. Ben, il dit, ben non, il dit, ta poupée n'est pas perdue. Ta poupée est partie en voyage, elle t'a pas écrit des lettres encore. La petite fille, elle dit non. Ben, il dit, voyons, il dit, regarde comme il faut, moi je suis sûr que ta poupée va t'écrire. Et là, Kafka a entrepris d'écrire des lettres ici et là à la petite fille qui lui remettait au parc le lendemain. Comme ça. Et la petite fille relisait les lettres de sa poupée, ma poupée est encore en vie. Et peu avant sa mort, Kafka offre une poupée à la petite fille qui dit « Mais non, c'est pas ma poupée, ça. C'est pas la même poupée du tout. » Et là, Kafka lui dit ceci, écoute bien ça, et c'est le punch. « Tout ce que tu aimes, tu finiras par le perdre, mais l'amour te reviendra sous une forme différente. » Wow! Et bon sang! C'est profond, ça, mon Fred. Merci beaucoup de le faire pour nous. Hein? Hey, c'est bon. On se retrouve jeudi, mon vieux. Passe une belle semaine. Un peu de Coderre, un peu de Kafka, puis une bonne semaine. Ah, je vois le vague, tu m'as fait plaisir un matin. Tu n'as pas idée. OK, bye-bye.